The Global Food Regulatory Science Society. GFORCE mission includes knowledge generation and dissemination, underpinning food regulatory decisions, in support of food control systems. Consistent reliance on food regulatory sciences enables robust food control programs. Chers collègues, mesdames et messieurs, bonsoir à tous ceux depuis Cairns dans le Queensland en Australie. Ici, c'est Dr. Roba Goussous et moi-même, participant à la 27e session du comité du Codex sur les systèmes d'inspection, de certification des importations, des exportations des denrées alimentaires. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette série de webinaires sur la réglementation des denrées alimentaires. Elle est promue et organisée par la Société mondiale des sciences de la réglementation alimentaire et l'Union internationale des sciences de technologie de l'alimentation. Cette série de webinaires s'inscrit dans le cadre de notre engagement à remplir l'un des mandats de notre organisation, à savoir des connaissances et de diffuser les connaissances et les meilleures pratiques dans les domaines qui peuvent mieux servir notre communauté scientifique en matière de réglementation alimentaire. Nous commençons donc cette série de webinaires avec une programmation que nous avons développée jusqu'à présent et qui s'étend jusqu'à la fin de l'année 2024. Nous attendons donc avec impatience vos recommandations, vos commentaires, vos conseils sur la manière dont nous pouvons enrichir la série des sujets d'intérêt par lesquels nous pourrions inviter des experts à partager leurs connaissances et leur expertise. Le sujet d'aujourd'hui a été choisi en fonction d'un événement qui se déroule à l'échelle mondiale et qui intéresse une grande partie de la communauté scientifique chargée de la réglementation alimentaire, à savoir le comité Codex, l'un des comités horizontaux du Codex qui tient et qu'on organise sa 27e session. Sur les systèmes d'importation, d'exportation, d'inspection, de certification des denrées. Et si nous examinons l'ordre du jour, nous avons le sujet qui porte sur la manière dont l'échange d'informations doit se faire entre les régulateurs et le contexte essentiellement et de l'élaboration de décisions réglementaires en matière alimentaire. Nous avons un des experts, c'est le Dr. Brandon Ring de CRAMD et qui va partager avec nous son expertise et ses réflexions concernant le sujet. Et j'ai le plaisir d'inviter le Dr. Degoussous, expert principal de l'administration jordanienne de l'alimentation, pour animer et modérer cette session. Comme je l'ai déjà mentionné, il s'agit d'un webinaire faisant partie d'une série de webinaires que nous sommes en train de développer et qui, je l'espère, seront diffusés au cours de la période à venir. Donc, préparons-nous à commencer par ce premier webinaire consacré à l'information et au partage et à l'exploitation de la technologie à cette fin.
Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur l'exploitation de la technologie pour soutenir l'échange de produits similaires pour les produits importés et exportés. Je suis Ruba Dessous, serai la modératrice de cette séance. Il s'agit d'une séance passionnante et importante. Nous échangeons des informations opportunes et précises concernant la technologie qui évolue rapidement pour de nouvelles possibilités qui sont apparues pour rendre cet échange plus efficace et plus fiable. Nous sommes honorés d'avoir la présence de Dr. Irland qui est avec nous aujourd'hui, qui partagera avec nous son expertise sur la façon dont la technologie peut transformer le paysage alimentaire. Avant de commencer, j'aimerais rappeler à tout le monde qu'il y aura en même temps des temps pour les questions à la fin de la présentation et vous pouvez également soumettre vos questions par l'intermédiaire de la boîte de dialogue à tout moment et on va vous répondre tout de suite. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment l'invitation qui m'a été faite de venir d'entretenir avec vous ce groupe et avec ce groupe d'experts. Je me réjouis donc de l'assistance et j'attends avec impatience le webinaire et cette présentation d'aujourd'hui. D'accord? On veut bien dire à nos collègues qu'il s'agit d'une interprétation simultanée qui est assurée de l'anglais vers l'arabe et vers le français. Donc, pour ceux qui nous rejoignent au webinaire, ils peuvent se brancher sur le canal approprié pour écouter dans la langue qui leur intéresse. C'est excellent. J'aimerais bien m'écouter en français, en arabe. Alors, j'espère que mon fort accent irlandais sera concrétisé. Et je vais demander aux gens qui se comprennent ou bien si je passe trop rapidement. Donc, dans vous allez me dire s'il vous plaît si je suis compréhensible et ensuite on peut avoir toutes les informations claires. J'ai certaines diapositives. Je vais donc les passer en revue et je vais parler de ma journée, de mon historique. Et je suppose que je vous remercie également pour cette occasion qui vous m'avez partagée et de partager avec vous mes dernières années d'expertise. D'accord, merci beaucoup. Euh, donc, euh, je suis très honorée d'avoir le contact avec vous et élaborer cette présentation aujourd'hui. C'est un sujet très important et je vais vous exposer tout d'abord qui sommes-nous, qu'est-ce que nous faisons. Comme nous l'avons mentionné, nous existons depuis 20 ans et nous sommes notre entreprise de sciences des données et nous construisons des plateformes de sciences des données et nous participons dans le domaine des cosmétiques et de l'alimentaire. Donc, essentiellement, nous permettons de donner aux firmes de choisir les meilleures données et utiliser les meilleures techniques d'intelligence artificielle qui sont disponibles et facilitent l'industrie et mener à bien leurs affaires. Vous pouvez donc voir que nous avons un éventail d'entreprises avec lesquelles nous travaillons. Nous travaillons avec beaucoup d'agences agricoles régulières et beaucoup d'organisations et de membres ainsi qu'avec des entreprises individuelles et comme le USFDA et d'autres entreprises. Et comme nous allons présenter dans notre présentation, nous avons l'autorité européenne sécurité alimentaire qui et nous examinons l'exposition cumulative et globale des populations et comment ils peuvent aborder cette question au cours des années et la décennie à venir. Et durant le temps passé et c'est une feuille de route longue que nous avons
passé selon les normes alimentaires et les normes de l'EPA américaine et l'agence de le Royaume-Uni également. Donc, nous avons, durant les 20 dernières années, nous avons des compagnies qui ont publié plusieurs articles sur nos sites web, environ des articles techniques, environ 37 publications dans des revues habituelles évaluées par des pairs et des expositions et d'autres autorités quand nous travaillons ensemble, nous travaillons également sur les parfums et nous avons le séquençage des générations dans un domaine actif de la recherche du travail. Il s'agit de la prise de microbiome des usines et de compréhension de son impact sur la sécurité alimentaire. Donc, il aborde l'un des domaines où nous avons grandi et en étudiant l'exposition de la population. L'exposition de la population, c'est lorsque l'on considère l'utilisateur zéro. Docteur, excusez-moi, désolé, je pense que vous n'avez pas à partager votre écran. D'accord. Comme j'ai déjà fait partager l'écran, mais laissez-moi. Euh, d'accord, ça va. Vous le voyez? Oui, ça va. D'accord, super, excellent. Désolé pour ceci. Ok, parce que j'ai basculé basculé vers les modes de présentation. Peut-être lors des diapositives que j'ai montrées précédemment sont assez simples. Je pense que c'est simplement il y a certains logos des entreprises avec lesquelles nous travaillons, les organisations et des publications imprimées sur l'écran. Donc, et comme je vous disais, l'exposition de la population peut examiner des produits chimiques individuels, sont des produits et de produits chimiques qu'on peut utiliser et consomme sur une base quotidienne, ce qui varie pour les cosmétiques et l'un pour les aliments, et c'est ceci pour déterminer les limites maximales qui peuvent mettre les aliments et pour garder les gens en sécurité. Et c'est une grande partie que nous faisons. Il s'agit de représentation graphique et des faibles consommateurs et de produits chimiques. Il y a jusqu'à les grands consommateurs des produits chimiques lorsqu'ils travaillent avec des cas étudiant plusieurs exemples études de cas. Vous verrez où je peux intervenir en termes de partage des données et qui est vraiment essentiellement dans ce processus, le modèle lui-même qui est assez détaillé. Il y a environ 71 produits et de rubriques cosmétiques avec modèle très similaire pour l'alimentation. Les quelques 71 qui contient avec des parfums. Enfin, il y a deux produits d'entretien passant, les produits d'hygiène de l'air et comment les gens disposent de ces et comment les gens peuvent les utiliser. Et nous avons également mené des enquêtes pendant 7 jours sur la façon dont les gens utilisent les produits et nous avons environ 42 000 sujets. Ce sont des personnes qui ont interrogé. Pour chaque calcul, il pourrait s'agir d'une mise à jour de 20 millions de calculs pour chacun d'entre eux. Et, il il s'agit de modèles très granulaires qui sont vraiment exécutés dans ces cas individuels. Et je me demande donc, vous feriez cette équation, mais il s'agit essentiellement des éléments clés. Il y a les facteurs clés qui alimentent le calcul de l'exposition et comment ils sont tous dérivés. Il convient de noter qu'il existe une grande variété de sources de données sur l'origine de chacun de ces éléments de point de vue de la fréquence. Il s'agit également des comptables. Nous puissons donc de nombreux documents de recherche sur différents facteurs extérieurs à partir des enquêtes nationales. Nous calculons les éléments, mais nous essayons de servir les différentes compagnies. Par exemple, dans le cas présent, il s'agit des fabricants de parfums. Euh,
qu'est-ce qu'ils vont, quelle est la concentration des produits chimiques et qu'elles se mettent dans chaque composé. Et nous interrogeons ensuite les fabricants de produits pour connaître le degré de la concentration de ce composé dans leurs produits. C'est très puissant. Nous avons dû donc construire cette base de données assez sûre, assez précise sur le plan technique, où vous savez, où la précision ici de ces unités, les pourcentages et les dates, peu importe, il pourrait être que ils sont tous alignés et qu'ils sont tous sur cette industrie. Sur cette industrie. Nous sommes heureux de partager l'entreprise elle-même, répondre aux données sur notre plateforme. C'est ainsi que nous appelons cela la confiance datée et en quelque sorte l'élément du partage des données et de la plateforme. Et nous considérons comme une approche intéressante pour aider à partager les données et à la question de l'importation et de l'exploitation. Et qu'est-ce que c'est les données? La confiance, vous nous demandez, nous en savoir à qui nous partageons et ce qui et qui c'est quoi la confiance, c'est quoi la donnée? Demandons peut-être, nous parlons décrivons ainsi s'il s'agit de deux choses. La première, c'est l'accord. Il s'agit du cadre juridique dans lequel le monde s'est uni et ensuite le consortium et le niveau de la clarté. Et, et ensuite, sur le plan technique, sur la plateforme, euh, ici, il y a sur le plan technique et il y a également le côté juridique. Nous avons plusieurs personnes qui partagent les informations et les données ensemble. À quel niveau? Sur le niveau technique et le niveau industriel et également sur le niveau gouvernemental. Et il y a également des informations qui sont diffusées sur le niveau public et toutes les informations et sur différentes sources. Et en fait, nous pouvons également contrôler les personnes qui peuvent avoir accès aux données et peuvent accès à la source des données qui proviennent. Et il y a également certains côtés techniques. Et comme vous le savez, il y a la plus grande sécurité qui fonctionne sur la plateforme de cryptage et de données aussi. Mais il y a aussi un aperçu graphique sur notre donnée et ainsi le système et nous partageons nos systèmes qui sont un exemple. Vous commencez de voir les différentes organisations et les différentes et chacune peut avoir différents niveaux d'accès. Ils fournissent des données dans le système afin que tout soit partagé et validé. Et vous savez que tout est nettoyé et ensuite sûr que c'est structuré de la manière appropriée et alimenté dans une étape, une base de données. Puis de l'autre côté, il y a aussi la partie droite. Vous pouvez avoir différentes organisations qui s'articulent autour de différents utilisateurs individuels. Tous introduisent des données dont la plateforme. C'est pourquoi j'ai également mis en place une étape d'anonymisation afin de protéger chacune des entreprises individuelles, de savoir qui a soumis quelles données. Pour garantir la confidentialité, l'anonymisation des données, toutes les données proviennent également d'autres sources et de données publiques et toutes entrent dans un modèle prédicatif. Et ainsi, il faut obtenir l'analyse et la compréhension des tendances et des anomalies. Et vous savez présenter ces données à l'écosystème de manière appropriée. Et comme vous le savez, c'est en ce qui concerne l'industrie des parfumeries, pourquoi ils sont passés à l'amour du partage de leurs données. Parce qu'aujourd'hui, l'écosystème s'autorégule en ce qui concerne les quantités des produits chimiques parfumés
qui utilisent dans chaque produit. Surtout les FDA et les SCCS en Europe ont examiné le modèle, les données et l'approche adoptée et la science très rigoureuse qui le sous-tend et ils ont reconnu que les données contenues dans cette plateforme dépassaient de loin celles auxquelles il aurait pu avoir accès seul et à cause de la puissance et de la collecte des données de l'industrie et des données réelles sur les jeunes. Et vous savez, la plupart des évaluations des risques sont aujourd'hui axées sur le danger et sur le danger uniquement. Dans ce scénario, nous pouvons procéder à une véritable évaluation des risques parce que nous pouvons intégrer le danger et l'exposition, parce que l'exposition ne peut être prise en compte que si l'on dispose de données sur l'utilisation. Vous savez donc que c'est une raison très puissante et un avantage sur lequel se réunit pour partager les données des concurrents et les données. Donc, passons maintenant à quelques études de cas. La valve de la FDA sera donc une étude de cas pertinente pour ce public puisque nous parlons de sécurité d'importation, d'exportation et que les États-Unis sont exposés à d'importantes quantités d'aliments. C'est ainsi nous savons sous la nouvelle ère une exposition plus intelligente. Nous sommes donc centrés et entrés dans une nouvelle ère, celle d'une sécurité alimentaire plus intelligente. Et nous avons donc été chargés de construire une plateforme de données, une plateforme de partage, une plateforme pour eux. Cela fait maintenant 2 ans qu'ils travaillent sur ce projet, qu'il ne cesse de se développer. Il a commencé par des fruits de mer qui sont dus sur autres aliments et il s'agit de différents formats, de différents emplacements et également différentes structures. Ils n'étaient pas capables de voir tout ceci ensemble. Ils sont donc, vous savez, ils sont vraiment limités dans ce qu'ils sont capables d'en extraire. Mais il y a également, s'il s'est passé à la Pologne, des données provenant d'autres sources. Nous avons donc intégré de nombreuses données de l'EPA et de NOAA, de l'USDA et d'autres organismes de réglementation aux États-Unis et s'étend maintenant aux données d'autres agences d'herbes ordinaires dans le monde et beaucoup d'aliments de poissons qui sont importés aux États-Unis. Vous savez, la plupart des évaluations des risques se contentent d'ajouter le danger, le risque seulement. Et dans ce scénario, nous pouvons procéder à une véritable évaluation des risques, nous pouvons intégrer le danger d'exposition. En effet, il n'est pas possible de se disposer des données d'utilisation, mais il y a une raison très puissante pour en tirer avantage, pour lequel l'industrie s'est réunie pour partager les données concurrents et en partageant ces données. Et passons maintenant à quelques études de cas. C'est le fait d'entrer et de ménager les différentes ressources où ils sont alloués et tous ces nous sommes donc entrés dans une nouvelle ère de sécurité alimentaire plus intelligente. Nous avons été chargés de construire une plateforme de données, une plateforme de partage et il y a déjà des sujets comme la toxicomanie et des problèmes microbiologiques et d'autres projets qui sont qui se présentent sur un défi essentiel. Et cette diapositive porte sur Western Growth concernant les plantes et ce qui se passe aux États-Unis et ce qu'on appelle
ce qu'on appelle d'autres organisations de réglementation qui se font dans les États-Unis. C'est maintenant donné à d'autres agences et d'autres herbes ordinaires dans beaucoup de monde. Euh, il y a cette industrie, elle est en train de se continuer. Il y a plusieurs concurrents et surtout sur les projets frais et l'industrie fraîche, ils ont réalisé qu'ils doivent faire et entamer les choses d'une façon différente. Et ceci, quand on voit les différents types et même les concurrents et les organisations, pouvons voir que la plateforme et les éléments clés sont tout à fait euh, ils ont financé une plateforme pour recueillir les données clés et pour d'un grand groupe de producteurs et de tests issus et des tests d'eau et d'organisation. Et tout ça a été divisé en plusieurs organisations et en plusieurs écosystèmes également. Ce que nous essayons de faire, c'est de minimiser les efforts de l'industrie. Dans ce scénario, chaque producteur a ses propres modèles et nous travaillons avec eux sur les modèles qu'ils utilisent déjà. Et nous alignons notre processus d'ingénierie et des ETL pour intégrer toutes ces données dans le format qu'ils ont déjà. Ainsi, la charge de travail est vraiment réduite pour eux. S'ils veulent changer de format, cela nécessite un changement de notre part et cela n'arrive donc pas très souvent ou alors vous le faites ou si cela se fait, et c'est de manière très contrôlée, mais nous pouvons obtenir des données par le biais de tous les formats standards. Et vous savez, vous pouvez télécharger des fichiers ou vous pouvez tirer les modèles spécifiques et ou même des API de données qui étaient comme des mécanismes automatiques ou des mécanismes automatisés de données d'afflux. Nous pouvons donc nous connecter directement au laboratoire et aux laboratoires tierces et obtenir à partir de ces derniers un système vraiment très puissant. Il y a vraiment des avantages pour comprendre les meilleures pratiques et quels changements pourraient être faits pour améliorer la sécurité alimentaire et comment vous pouvez faire pour les mesures rentables et ainsi qu'il y a un fort impact sur la sécurité alimentaire et sur la sécurité alimentaire à travers toute leur écosystème. Et vous savez, en apprenant, et l'une des grandes choses qu'ils ont gagnées, c'est d'établir la confiance avec les régulateurs également. Vous savez, la FDA semble vraiment adopter une approche très proactive et appeler cela à cesser d'un jour par jour. Vous savez, le projet référence qu'il va se produire aux États-Unis, l'industrie a pris des mesures très positives et je suis en train d'instaurer cette confiance et nous travaillons à présent afin de faciliter le partage des données avec la FDA. Rien de plus vrai à l'heure actuelle. Donc oui, il s'agit d'un mécanisme fantastique pour instaurer la confiance dans l'écosystème. La dernière étude de cas dont je vous ai parlé a été légèrement modifiée. Il s'agit de l'industrie alimentaire, du réseau d'intelligence. C'est ainsi que dans les choses qui sont mises en place, de disons, à la suite d'un scandale de la viande de cheval, dont des cas ont été détectés, mais dans l'industrie, il y a des détails de l'industrie, mais qu'est-ce qui s'est réalisé? Le problème a été répondu, qu'on serait sont rendus compte que c'était connu c'était connu les uns et les autres. Donc, juste pour entrer dans certains des défis, vous savez, en termes d'approfondir un peu plus chacun de ces éléments, en termes de données et d'impact, et je dirais que la prise de décision peut aider donc à la porte ici. La plupart des données dont disposent les douaniers sont liées à la production générale et la façon dont les normes matières d'eau dans ce pays, dans cette région, dans ce pays pour ce produit en particulier et le type de marchandise, quel qu'il soit. Alors, qu'est-ce que vous savez? Ces informations générales ne sont pas des informations spécifiques à un lot.
Vous savez, vous appuyez sur des pratiques des généraux et vous recherchez des anomalies dans ce domaine. Vous savez, il y a un manque de données. Évidemment, l'impact sur le commerce, s'il y a des frictions ici, c'est causé pour toutes les parties impliquées. Vous savez, l'exportation, évidemment, des frais de manutention, de stockage, ou vous savez, un risque alimentaire plus important, très important, ainsi que le gaspillage figure comme énorme problème et en particulier, vous savez, dans les pays chauds. Euh, et vous savez, lorsque vous devez stocker dans un environnement réfrigéré, vous savez, si des conteneurs sont laissés sur le quai quelque part et le risque de gaspillage alimentaire dû à la qualité est vraiment élevé. Et vous savez, lorsque tous ces problèmes-là provoquent des retards. Donc, alors, comment en fournir des données pertinentes au bon moment pour permettre aux clients et aux responsables de prendre des décisions, d'avoir accès à ces données. Donc, la prise de décision est basée sur les données. Et nous avons essentiellement ceci. Donc, la confiance mondiale en matière de données sur la sécurité alimentaire, comme vous pouvez le voir, dans des éléments dans lesquels il y a déjà intégré en termes de travail de la FDA qui se développe avec l'industrie alimentaire, ainsi que le réseau de renseignement gagne sur l'industrie et le projet. Nous avons également travaillé avec des pays pour développer ce système. Nous avons également une sorte d'extension naturelle de ce système. Donc, comment il s'agit d'embarquer les exportations, les importations, vous savez, d'améliorer la sécurité alimentaire dans le monde entier. Si c'est pas sûr, donc c'est pas une nourriture, c'est une veille à d'âge. Et comment optimiser, vous, les ressources au point de vue réglementaire, le point de vue exportateur des bergers également, comment l'ensemble de l'écosystème est-il géré. Et donc, je suis juste un peu de profondeur. Je vais en quelque sorte descendre à un niveau de termes de fonction de cela. Et comment obtenez-vous ces informations spécifiques? Comment obtenez-vous ces données et les rassembler ensemble? Donc, vous savez, il s'agit vraiment d'engager les parties prenantes clés, des transformateurs, des producteurs, des expéditeurs et de collecter ces données et de les automatiser. Vous savez, deuxièmement, ces données dans cette industrie ont déjà utilisé dans la majorité des cas passés. Et vous savez, en termes d'ingrédients d'origine de produits, vous savez quelles étaient les conditions de traitement et les paramètres de stockage et toutes ces informations qui sont essentiellement liées à la sécurité alimentaire. Et donc, pas seulement comme la traçabilité, mais mm, mais il fait des informations clés qui ont un impact sur la sécurité alimentaire, ainsi que le plan dont les appareils de l'Internet industriel, des objets. Je verrai comme la température et l'humidité sont toujours d'une importance cruciale. Et comment est-ce que c'est tout au long de la chaîne d'approvisionnement? Et vous savez donc en termes de construction du profil, sur le profil biologique initial, de l'aliment pourrait ressembler et ensuite quels sont les facteurs qui provoquent la croissance par relis et les données augmentent ou simplement pour notre diagnostic et la surveillance et la mesure de cela au fil du temps. Donc nous parlons évidemment de vastes volumes de données comme les plateformes modernes peuvent désormais générer tout cela et vous savez que le coût des données et le coût de la gestion sont considérablement diminués au cours des 5 dernières années. C'est donc très rapide dans l'espace, ce qui n'était pas possible auparavant, c'est donc possiblement actuellement. Et aussi en termes d'assurance pour les différents produits et les différentes matières premières et les données appropriées sont supprimées. Vous savez donc ce que vous pourriez collecter pour l'industrie de la viande et serait ainsi de ce que vous supprimiez pendant une journée pour l'industrie de fruits et de légumes, par exemple notre politique ou les œufs, quel que soit. Donc, toutes ces données à supprimer peuvent être personnalisées et vous savez que les informations appropriées aux données sont capturées
que vous avez ces données, qu'est-ce qu'en fait, vous savez qu'il y a vraiment que la puissance de l'IA et de l'analytique entre en jeu. Il y a donc de modèles que nous utilisons avec la ceinture comme modèle qui examine la base et d'autres que nous utilisons également pour examiner la croissance bactérienne. Vous savez ce que vous savez, cela dépend toujours de de la journée et ce que les conditions actuelles, des conditions historiques, ce qui détermine le risque de produits alimentaires. Donc, ayant des modèles assez disposés pour chacun des produits, vous pouvez donc maintenant commencer à chercher quelques anomalies pourraient être présentes et comment vous pourriez détecter quelques produits se produire. C'est la tolérance inverse. Cela vous permet maintenant de commencer à prendre des interventions proactives. Vous savez, même avant que le navire arrive au port. Vous pouvez donc avoir une décision pour peut-être prise pour détourner cela. Cela permet également de faire la planification de scénarios également. Et vous avez évidemment le commerce mondial. Il y a beaucoup de perturbations maintenant entre la météo et la guerre et les crises monétaires qui se produisent dans le monde entier et dès que possible, ainsi que le canal de Suez et comment on peut planifier tous ces scénarios. Bon, ça sera pour retarder 2 jours, 5 jours, 10 jours. Et comment vous rassembler, à quoi rassemblent ces produits, et comment puis-je optimiser les racines, ou comment puis-je optimiser de manière dynamique. Donc maintenant, ce que vous savez, toutes ces données, ces décisions peuvent se produire et vous pouvez exécuter des scénarios pour des simulations pour comprendre comment pouvez-vous mieux protéger vos données. Toutes ces données et les avoir en main est une chose et à exécuter ces modèles. Mais en fait, il existe déjà un énorme écosystème qui gère l'importation et l'exportation. Vous savez, avoir quelque chose qui repose sur son propriétaire n'est pas de sens. Vous savez, nous voyons que le besoin d'interopérabilité et d'intégration dans les écosystèmes actuels est vraiment important. Donc, vous savez, évidemment, parce il y aura, vous savez, même quiconque on a affaire à Exil et aux dates, et aux 15 différentes façons de saisir une date, aura beaucoup de frustration avec cela et au fil de temps. Donc, vous savez qu'il y a vraiment normalisé les données, s'assurer qu'elles sont compatibles avec le système dans lequel elles doivent être introduites. C'est donc vraiment d'une importance cruciale. Vous savez qu'il y a tellement d'unités de mesure différentes. Il y a tellement de mécanismes différents pour une fois. Une fois que tout cela est standardisé, peut être assez facile. Les unités d'entité saisies sont converties, transformées en format dans la structure requise pour sortir dans le système existant qu'une autre organisation pourrait avoir. Donc, vous savez vraiment adapté à la juridiction et la téléportation et à l'écosystème, évidemment, une expertise en matière de cryptage et de confidentialité et qui, vous savez, assez commercial et qui renferme des données sensibles sur la sécurité alimentaire et des données sensibles réglementaires. Donc, vous savez, vous avez une sorte d'infrastructure vraiment robuste et rigoureuse autour de tout ce qui est essentiel. Et vous avez des données en construction que vous en avez une partie à l'intérieur, qu'elles sont compatibles avec les systèmes consistants, avec la phase suivante, ainsi que toutes les informations qui sont claires et sont en bon format. Et il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez être attribués. Et il y a également, je suppose, qu'il y a des données qui sont structurées avec un propre format il s'agit également de créer le tableau de bord et de créer des rapports et des listes de contrôle, quoi que ce soit d'autre. Et donc, il y a beaucoup de choses différentes que vous pouvez faire afin de les intégrer, d'en tirer la valeur. Et vous savez exécuter des alertes en temps réel, des notifications réelles. Vous savez informer différentes personnes dans l'écosystème quelles sont les inspections douanières, et quels que soient les exploitateurs ou les bergers également.
Donc, vous savez autonomiser les listes de contrôle et je serai spécifique à la marchandise ou quoi. Vous devez peut-être mettre l'information sur votre vérification en raison de paramètres donnés. Et vous savez, je félicite tous aussi. J'ai donné une valeur sur les réglementations de différents pays pour les différentes choses de produits tout le temps. Alors, vous savez qu'est-ce que vous devez tester pour quel niveau devrait-il être ayant tous nos adjectifs, sachant quel est le niveau de risque pour se produire. Vous savez tout ce qui peut se produire dans une dynamique. Vous savez prendre de l'avance. Vous savez la notification avancée qui est évidemment c'est très importante car c'est ainsi vous pouvez réellement réduire le nombre d'expéditions qui arrivent et vous savez, ça facilite soit une certaine prévention. Vous savez, en changeant certains paramètres dans la dette d'environnement et l'expédition de réenracinement sur quoi que ce soit pour devenir conserver la nourriture. Donc, vraiment essayer de réduire la charge de travail, réduire le nombre d'expéditions. Donc, je respecte le fait d'avoir donné un aperçu rapide, je compte ensuite sur le ton d'assurance de qualité. Donc, je peux donner, donc, je vais donc essayer de passer à travers cela. Et je dois être très bref. Comme j'ai donné comme un aperçu sur le processus. Et donc, ce processus que j'ai déjà évoqué, comme vous le voyez, c'est un flux processus provenant, comme vous le savez, des différents producteurs et ça se base sur les producteurs et les consommateurs. Ça peut contrôler les différentes données et, et ça peut donc donner des stages et il peut visualiser les différentes et, et les différentes côtés techniques. Et ça peut également valider les différentes nourritures et ainsi que leur consommation. Donc ce scénario, ça va donner sur le côté sanitaire. On doit être honnête avec tout le monde ici en termes que vous savez que cet aliment est sain et sauve et éviter toutes sortes d'épidémiologie. Donc à ce niveau, vous savez, je voudrais m'étendre un peu sur cette diapositive vraiment en regarder les profils bactériens, les ingrédients, et les différentes étapes. Et j'ai besoin d'écarts par rapport aux directives déjà convenues, mais ensuite d'un pays importateur, ensuite des données météorologiques critiques qui pourraient également être importantes pour certains produits de base. Dites quel est le temps au moment de la récolte, c'est quelle que soit la sorte du côté du producteur, du côté transformateur, et veut que ce soit comme des rapports d'inspection et des lettres d'avertissement et d'anomalie. Et vous savez qu'il y a une surveillance sur environnementale en termes d'échange et quelque chose va prendre dans notre environnement. Vous savez en particulier l'emballage et les tests de produits. Vous savez quoi, l'application, l'expédition et puis pendant le processus d'expédition et en quelque sorte la lésion. Et comme vous savez, en termes tout ce qui regarde essentiellement la croissance bactérienne et les microtoxines et des autres choses. Et donc la température et l'humidité sont toujours importantes et le temps est évidemment toujours un variable clé dans ce domaine. Donc, jetons un coup d'œil rapide sur un modèle qui pourrait rassembler. Vous avez donc des données d'entrée différentes s'il s'agit d'ingrédients, de tolérance et de moniteurs environnementaux, d'étapes de traitement et de retard financier. Euh, tous nos données alimentaires alimentent donc le modèle et celui-ci le calcule en permanence et on peut voir comment on peut évaluer ces informations et ces différentes données d'entrée et ainsi que l'observation et l'évolution des choses au fur et à mesure que le système évolue. Ainsi qu'on voit comment le graphique évolue également. Et il y a ici, il y a ici un type de format un type de format graphique qui est tout à fait lié au graphique
Et aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur la dernière diapositive ici. Il y a quelques questions ouvertes de point de vue de données et, et, vous, et les formats de sortie. Et donc, je porte pour collecter, vous savez, les différents modèles nécessaires, vous savez, la granularité de qui voit et en termes de prédiction et comment tout cela peut être intégré. Je cherche vraiment à essayer de supprimer les frictions. Je suppose donc que ce sont mes 60 diapositives et je vous remercie infiniment pour votre attention. Venez avec moi dans ce voyage fabuleux. Merci beaucoup, docteur Ligne. Et merci pour toutes ces informations fructueuses et perspicaces. Il est clair que la technologie a beaucoup joué dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et dans l'échange fluide d'informations entre les frontières. Nous vous remercions vraiment pour cette présentation et maintenant nous pouvons ouvrir la discussion pour les questions et les réponses. Peut-être Monsieur Mohamed Altafi a une question sur le chat box. Peut-être il peut nous la poser. Alors, vous pouvez nous la poser, Monsieur Mohamed. Il ne répond pas. Peut-être il ne nous entend pas. Et il pose une question sur les données analytiques collectées et partagées avec l'industrie et les régulateurs d'une région particulière où ces données peuvent être collectées et aussi comment ceci peut-elle aider euh, comme vous le savez, le secteur alimentaire ainsi que l'inspection et la fourniture de résultats mis à jour. D'accord. Donc, d'accord. Concernant le volume de données créé est énorme à chaque seconde. Comme vous le savez, parfois les entreprises s'inquiètent même de la sécurité alimentaire. Mais comme vous le savez, toutes ces données existent sous forme de produits présentés sur les supermarchés. N'importe qui peut aller acheter un produit, le tester et le faire tester dans un laboratoire. Il y a donc d'énormes volumes de données dans tout l'écosystème. En termes de ce qui a été collecté, tout ce que vous savez, je le crois, comme vous le savez, je suppose, c'est dans chaque étape, ça avance et ça augmente dans les différentes processus et sur les terrains et nous le testons. Et comme vous connaissez, après la récolte, sur les tests sur les tissus et les points de vue chaîne d'approvisionnement la plus longue et les marchands détaillants ainsi que production d'ingrédients ou les détaillants lorsque le produit arrive dans leur installation et ils font beaucoup de tests et ces données peuvent être mises à jour à disposition de l'écosystème. Lorsque vous savez, dans le côté régulateur, il y a les agences et les inspections et il y a également les agences de réglementation et également les inspections à travers les douanes et les frontières. Donc, essentiellement, ces données peuvent être collectées partout dans l'écosystème et les données sont extensibles. Les données peuvent être extraites ensuite en termes de quoi? Et il y a et, peuvent être extraites et ensuite en termes de quoi, qu'est-ce que vous faites de nouveau? La plupart des projets de données, la majorité de cela révèle ainsi de l'ingénierie des données. Il s'agit de nettoyer les données et il s'agit d'entrer dans la structure, le format approprié et quel que soit le projet que quelqu'un entreprend, je le conseillerais fortement de ne pas être là 3 ans plus tard et d'avoir un ensemble de données très propres. C'est là pas la bonne façon de procéder et vraiment vous concentrer sur la sélection de cette question commerciale, de ce défi
et ensuite examiner les données disponibles et valables qui permettent de répondre à cette question, mais aussi la qualité de ces données afin de ne pas passer beaucoup de temps à les nettoyer et les mettre à jour dans un format permettant de les analyser facilement. Vous pouvez facilement penser à des mois et des années pour simplement fignoler les datas et vous devez donc vraiment centrer sur le fait de bien faire les choses. L'entreprise à l'intérieur pour trouver la bonne réponse à cette question et vous pouvez séparer et d'aller de l'avant et l'inférer les parallèles le plus longs. Donc l'analyse des compétences appropriées. En fait, dans l'analyse des données, et dans l'analyse des données sont généralement la partie la plus petite du permis en termes de volume de travail requis et c'est la plus facile. Une fois que vous avez les données et un format propre structuré de manière bien exigée. Donc, merci beaucoup. Et aussi, la mise en place du système, je pense que ça sera très intéressant de le partager et pour le partage des données va être très coûteux. Mais et peut-être pour notre région, qu'est-ce que vous en pensez pour le fait de faciliter le partage de ces tâches aux autorités compétentes et autres? Donc, je suppose qu'ils ont ensuite faire le coût des choses. J'ai vraiment considérablement diminué au cours des dernières années en raison de la chute spectaculaire du coût de stockage des données, de la puissance de calcul pour exécuter. Il y a environ un exemple de 20 millions de calculs ou plus de 20 millions de calculs, mais pour ces modèles d'exposition qui se terminent par des dizaines de milliers, vous avez l'accès à la puissance de calcul à maintenant changer l'accès aux données comme les données IoT. Je pense que ces coûts de ces systèmes sont bien inférieurs à ce qu'il aurait été et si nous eu cette conversation il y a 5 ans, vous savez, beaucoup de plateformes existent déjà où les avantages des économies de coûts peuvent être réalisés en exploitant les données qui existent. Et vous savez, si ces données sont, vous savez, au moment d'un format numérique et ensuite espérons un format assez propre. Et en fait, pour obtenir ces premières informations, pour obtenir ce premier type et pour la région tout entière dans son parcours, vous savez, tous ces appels peut être très faibles pour devenir opérationnel. Donc, je pense pas que le coût ait été le principal obstacle. En général, le principal obstacle est le fait de connaître les parties prenantes concernées et de leur faire partager les données. Donc, le coût a tendance la plus petite partie. C'est la culture du partage des données, les avantages, voir les données. Et ce sont les bénéficiaires de ce partage, de faciliter la tâche de partager. Et ça sera plus facile et ne pas perdre. Et je voudrais dire que je peux me permettre d'intervenir sur cette notion car vous avez dans votre présentation, vous avez évoqué un projet ambitieux pour une confiance mondiale en matière de données sur la sécurité alimentaire, comme vous l'avez appelé. Ceci apparaît vraiment ambitieux. Qu'est-ce que se paraissait avec les différents partenaires désolé de partager les données? Donc, je voudrais vous demander qui doit être l'initiateur de quelque chose comme celle-ci, qui peut être la personne qui peut être le gardien de ceci. Est-ce que ce sont les autorités compétentes, les gouvernements, un parti tierce, un tiers indépendant? Car je vois pas nécessairement l'industrie peut se porter volontaire pour le faire dès le départ. Et il y a une valeur claire qui est perçue comme le résultat qui se fait également une question non concurrentielle. Oui, c'est un point très juste, une question très juste. Donc, je ne vois personne comme gardien. Je pense qu'il y aura de nombreux éléments à cela. Vous savez,
je suppose que je pourrais voir les avantages pour les écosystèmes et personne ne veut de friction dans l'écosystème, personne ne veut expédier, etc. Donc, du point de vue d'industrie, vous le savez, produire cette cause qui introduit ce produit et le gaspillage alimentaire qui réduit les coûts liés aux expéditions, au retard, au stockage supplémentaire et cela, vous savez, peuvent permettre aux entreprises qui partagent les données grenières et être considérées des fournisseurs premium. Vous savez, la prime, la source optimale des produits. Et donc, comme vous savez, c'est l'écosystème. Comme c'est, vous savez, du côté de leur réglementation, du côté des inspections, d'importation, c'est comme vous le savez, les volumes d'échange sont énormes maintenant. Et vous savez, j'ai besoin d'outils qui pourraient vous permettre de réduire votre charge de travail, d'automatiser certains de vos tâches et prendre des décisions efficaces et employer les différents avantages dans vos ressources pour vérifier le petit pourcentage d'aliments et le vérifier. Et puis, le point de vue du gouvernement de la sécurité. Et vous avez l'objectif est de réduire les épidémies et de maladies d'origine alimentaire. Et aussi, vous savez, les pays en particulier sont importants. Beaucoup d'aliments, vous le savez, cette rigueur ne doit pas s'appliquer à tous les aliments. Ce sont plutôt les aliments qui sont généralement associés aux épidémies et aux incidents liés à la sécurité alimentaire. Vous savez, je pense que Martin, prenons plusieurs avantages pour de nombreuses parties prenantes différentes. Vous savez, en termes de qui cela peut fonctionner. Je suppose que vous avez commencé avec ce point de codex et une sorte de perspective commerciale mondiale. Je suppose que cela se baserait comme vous savez sur le Dodge. Et je pense qu'il y aura, vous savez, de nombreuses parties prenantes et beaucoup de parties prenantes vont profiter. Donc, comme j'ai vu, comme docteur Robin, je crois que si on va voir que ceci va être mis en pratique comme une autorité compétente, par exemple, définirait le système de partage des données et l'ouvrirait aux autorités aux industries volontaires qui sont volontaires et chercher des avantages supplémentaires et essayer de trouver les fournitures d'informations en temps réel aux régulateurs, ce qui pourrait essentiellement se traduire par une réduction des inspections et par tout type de facilitation qui correspond exactement à leur volonté et d'être ouvert au contrôle de conformité ou à la vérification de la conformité. Et puis, de la même manière, nous pourrions également voir le même système fonctionner potentiellement avec des autres autorités compétentes dans le contexte de la gestion d'importation, d'exportation et de permettre à les autres la friction potentielle, comme vous le parlez. Et pour les expositions et qu'elles pourraient être bloquées à la frontière ou quelque chose de ce genre. Et d'ailleurs, que cette autorité concurrente sera également ouverte à recevoir les informations, même de fournisseurs étranges, de la même manière, également pour essayer d'atténuer toute friction potentielle. Et donc, ça, ce que nous avons vu dans le rôle potentiel du codex, dans le différents types de discussions dans le cadre de la fourniture, je suppose, de conseils dont les données pourraient être configurées et partagées. Seriez-vous d'accord avec cela, Monsieur Brandon? Juste, c'est une représentation de manière dont cette idée pourrait potentiellement donc être lancée. Je pense que vous avez absolument une parfaite idée. C'est exactement, c'est ça le scénario. Vous avez vraiment expliqué qu'ils sont parfaitement. Alors, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait poser une question avant de conclure, avant de conclure notre séance? Donc, je pense que nous concluons ce webinaire et merci pour tous pour votre participation et pour joindre à nous aujourd'hui et aussi
pour l'engagement de Dr. Sam et avec nous et nous continuons à exploiter la puissance de la technologie et la collaboration pour rendre les choses plus sûres pour tout le monde, qu'elles se soient importées, exportées et consommées localement. Merci encore une fois, Dr. Ring, qui a vraiment les informations très fructueuses et nous vous remercions pour votre temps et votre hâte de nous revoir lors de nos futurs webinaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Et voilà, c'est fait. Merci beaucoup, Dr. Rouba, pour votre modération. Et merci encore à Dr. Bardon Ring de Crème Global. Ceci nous amène à la fin du premier webinaire de cette série et nous amène également à la fin de l'année 2024. Comme vous l'avez vu, nous avons prévenu un certain nombre d'événements à venir et le prochain est prévu en fait dans environ 2 semaines, le 1er octobre à 11h GMT. Nous aurons le plaisir d'accueillir le Dr. Marc Fely, ancien directeur adjoint du Bureau de la sécurité chimique au sein de la Direction générale de l'alimentation du Canada. Il se trouve qu'il y a également été l'un des principaux coordinateurs de la réévaluation tchèque de dioxyde de la titane. Et en fait, nous aurons une mise à jour de Marc sur l'évaluation de la sécurité et de cette attitude alimentaire particulière. Et évidemment, nous savons que cet additif a été discuté très récemment lors de la dernière session du Codex. Le comité sur les additifs alimentaires lors de sa 50e session. Je vous invite donc à vous joindre à nous le 1er octobre. Je voudrais à nouveau remercier les organisations qui rendent possible cette série de webinaires. C'est évidemment les 2 organisations co-hôtes, la Global Food Regulator Science Society et l'Union internationale des sciences et technologies de l'alimentation, mais aussi la plateforme de l'analyse des risques alimentaires et d'excellence réglementaire à l'Institut de nutrition d'alimentation fonctionnelle de l'Université de Laval à Québec. Au Canada, à Québec, au Canada. Merci beaucoup et à très très bientôt. Merci. The Global Food Regulatory Science Society. GeForce mission includes knowledge generation and dissemination, underpinning food regulatory decisions, in support of food control systems.
consistent reliance on food regulatory sciences enables robust food control programs.